Nouvelle révélation dans le conflit au Soudan, des chercheurs américains accusent les FSR, les paramilitaires du général Hemeti, de brûler des corps à El Fasher. Accusation fondée sur des images satellitaires selon les chercheurs. Les détails à retrouver dans cette édition. Au moins 7 personnes ont trouvé la mort ce dimanche à Uvira, en République démocratique du Congo, suite aux troubles causés par des milices considérées comme alliées de l'armée congolaise, les Wazalendo. Nous allons y revenir également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Un mois après avoir pris la capitale de la province du Darfour du Nord, les paramilitaires du général Hemeti tentent toujours d'effacer les traces des massacres qu'ils sont accusés d'avoir commis sur place, affirment les chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis. Ces derniers étayent leurs accusations sur des images satellites prises ces derniers jours à intervalles réguliers. Au Soudan, de nouvelles images satellites analysées par l'université de Yale accusent les forces de soutien rapide d'avoir brûlé et enterré des corps à El Fasher. Un mois après la prise de la ville par les paramilitaires d'Hemeti, le bilan humain reste inconnu, mais les témoignages évoquent massacres, viols et exécutions. Les chercheurs affirment voir toutes les 12 heures à 24 heures des formes évoquant des corps apparaître puis être brûlés près de l'hôpital saoudien et dans le quartier d'Aradja Oula où les FCR ont mené des descentes maison par maison. 7 marchés de la ville sont totalement à l'arrêt et le marché d'Abou Kouran montre l'intense mouvement militaire. La question demeure, que sont devenus les dizaines de milliers d'habitants qui n'ont pas pu fuir une ville toujours inaccessible? Au moins 7 morts à Uvira dans de nouveaux troubles impliquant des groupes Wazalendo, ces milices présentées comme alliées de l'armée congolaise. Depuis le 23 novembre, plusieurs incidents armés ont été signalés dans la ville et ses environs. Ces combattants mobilisés par Kinshasa pour freiner l'avancée de l'AFC M23 et éviter qu'Uvira, deuxième ville du sud Kivu, ne tombe, sont accusés par une partie de la population de contribuer eux-mêmes à l'insécurité dans la région. Les tentatives pour les encadrer et les contrôler pleinement restent pour l'instant sans résultat. Dans l'est de la RDC, au moins 7 personnes ont été tuées dimanche à Lovungi et à Uvira après des violences impliquant des milices Wazalendo. Tout commence près d'une paroisse où un combattant ouvre le feu. 3 civils sont tués. Quelques heures plus tard, de nouveaux tirs éclatent à Uvira lors d'une distribution des vivres. Bilan, 3 militaires, 3 combattants, 1 civil et une vingtaine de blessés. Des incidents illustrent la difficulté du gouvernement à encadrer les Wazalendo alors que Kinshasa redoute une infiltration de l'AFC M23 dans la région. Le Burundi voisin s'inquiète aussi d'un possible débordement vers Bujumbura. Malgré des promesses d'apaisement en septembre, plusieurs factions Wazalendo restent incontrôlées. Dans leur communiqué officiel publié mardi 25 novembre, les deux institutions continentales saluent leur partenariat unique et stratégique et prennent de nombreux engagements. Parmi eux, celui de soutenir et de promouvoir le multilatéralisme, de renforcer leurs relations commerciales, de développer leur collaboration sur les minerais stratégiques ou encore de juguler l'immigration illégale tout en favorisant la mobilité des citoyens des deux blocs. Le sommet UAUE de Luanda s'est achevé après 2 jours sans annonce majeure, mais avec une série d'engagements renouvelés. Les deux blocs réaffirment leur attachement au multilatéralisme jugé essentiel pour éviter le chaos. Selon le président du Conseil européen, Antonio Costa, ils veulent aussi renforcer les échanges commerciaux et développer les chaînes de valeur africaines autour des minerais stratégiques comme le cobalt. L'Angola rappelle qu'il faut exporter des batteries, pas seulement des matières brutes. Les discussions ont aussi porté sur la migration, la guerre en Ukraine et les crises au Soudan et dans l'est de la RDC. Les participants ont condamné les exactions des FSR à El Fasher et réaffirmé leur soutien aux démarches internationales pour la paix dans les Grands Lacs. Le gouvernement taliban d'Afghanistan assure que le Pakistan a mené dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 novembre des frappes sur son sol, faisant au moins 10 morts, dont 9 enfants, dans des régions frontalières sur fond de vives tensions entre les deux voisins. Des propos démentis dans la journée de mardi par l'armée pakistanaise. En Afghanistan, les talibans accusent le Pakistan d'avoir mené des frappes nocturnes dans la province de Kout, tuant 9 enfants et une femme. D'autres raids auraient touché Kunar et Pakpika, faisant 4 blessés. Kaboul promet une réponse appropriée. Islamabad demande catégoriquement. L'armée assure qu'elle n'attaque pas les civils et qualifie les accusations d'infondées.
Cette tension survient au lendemain d'un attentat suicide contre un QG pakistanais attribué à des ressortissants afghans. Les relations entre les deux pays déjà fragilisées restent marquées par les questions sécuritaires, les attaques transfrontalières et la fragilité d'une trêve négociée mais jamais consolidée. Le gouvernement japonais a annoncé mardi 25 novembre la création d'une cellule spéciale pour la révision des subventions et des dérogations fiscales. Cela n'est pas sans rappeler le département de l'efficacité gouvernementale lancé par le président américain Donald Trump au début de son mandat, dirigé par le milliardaire Elon Musk jusqu'en mai et qui a été dissous finalement le 24 novembre. Au Japon, la première ministre Sanae Takaichi présente deux piliers économiques. Un vaste plan de relance de 120 milliards d'euros et une commission Doge chargée de réduire les coûts budgétaires inspiré du modèle américain promu par Elon Musk. Objectif, rassurer face à une dette publique qui dépasse déjà 230% du PIB. Cette nouvelle cellule de 30 fonctionnaires évaluera les programmes fiscaux et les subventions les moins efficaces. La coalition au pouvoir veut une fiscalité responsable et proactive, mais le monde économique craint une réduction des avantages actuels. Ces mesures s'inscrivent dans l'accord entre le PLD et le parti Isshin, alors que Takaichi cherche à imprimer sa marque après les Abenomics. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tchad Info TV.